Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette séance d'échange autour de la transition énergétique. Permettez-moi d'abord de me présenter. Je suis Ramdan Jamel, directeur de l'observation de la coopération et de la communication au ministère de l'Énergie, des Mines et de l'Environnement. Je suis honoré d'animer cette séance qui porte sur la transition énergétique dans le contexte marocain. Nous sommes en présence d'une thématique qui présente beaucoup d'enjeux, des enjeux d'une grande importance à l'échelle nationale et internationale, en raison des risques que présentent les modèles énergétiques classiques sur le climat et partant sur notre Terre. Justement, au niveau du Maroc, et compte tenu de ces enjeux, le Maroc a épousé les efforts engagés à l'échelle internationale concernant les changements climatiques. Il a donc adopté une vision de développement durable qui focalise davantage sur les stratégies sectorielles qui respectent les principes de durabilité et en particulier dans le domaine énergétique. Donc, pour accélérer cette transition énergétique, le Maroc a adopté un modèle énergétique qui se base fondamentalement sur le développement des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, avec des objectifs ambitieux. Donc, il fixe comme objectif à l'horizon 2030, principalement, un mix énergétique de 52% en termes d'origine renouvelable, en termes de capacité installée, et une réduction de la consommation énergétique de 20%. Donc, pour mettre la lumière sur cette thématique très importante, nous avons parmi nous des secteurs les plus interpellés. Donc, nous avons parmi nous des représentants du ministère de l'Énergie, des Mines et de l'Environnement, ainsi que les agences d'exécution, en l'occurrence Mazen et l'IRESEL. Et nous avons parmi nous également le ministère de l'Urbanisme à travers la personne de Madame Jamila Harizi, qui est chef de la division de la valorisation architecturale et de la durabilité au ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville. Nous avons parmi nous Monsieur Ouhmid, qui est directeur des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique au sein du ministère de l'Énergie et des Mines. Nous avons également Monsieur Tariq Hamman, qui est directeur exécutif du pôle développement au sein de Mazen. Et nous avons aussi Monsieur Ahmed Belarabi, qui est responsable du système photovoltaïque au Green Energy Park, qui dépend de l'IRESEL. Alors, avant peut-être de donner la parole aux intervenants, je voudrais juste préciser que mesdames et messieurs les participants sont invités à utiliser le chat pour poser des questions au fur et à mesure. Et à la fin de la séance, des interventions, nous allons collecter quelques questions qui peuvent être posées directement. Donc, c'est Ouhmid qui, comme je le rappelle, qui est directeur de la stratégie, directeur des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, va en quelque sorte planter le décor. Il va nous parler de la stratégie en termes de transition énergétique au sein du Maroc. Et à travers cette stratégie, il va nous parler des principales réformes institutionnelles et réglementaires prises par le Maroc pour réussir cette transition. Si Ouhmid, la parole est à vous. Merci, Monsieur Ramdan. Juste un petit moment pour partager. Donc, j'ai une présentation à faire. Je ne sais pas s'il est visible d'abord, Ramdan, la présentation. Tout à fait, elle est visible. Très bien. Donc, merci, Ramdan, pour
ce mot introductif. Et pour moi, c'est un plaisir de participer aujourd'hui à ce forum important. Et je profite de l'occasion pour remercier vivement les organisateurs pour la tenue de cette rencontre malgré le contexte marqué par les contraintes du Covid. Et je les remercie également de consacrer un panel à la transition énergétique parce qu'effectivement, c'est une thématique d'une grande importance pour notre pays. Donc, sans trop tarder, donc j'ai préparé une présentation qui porte sur 4 axes principaux. Le premier, c'est tout d'abord présenter la genèse du modèle énergétique marocain, pourquoi le Maroc a fait le choix d'un modèle énergétique qui s'oriente vers les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, et puis les différents piliers sur lesquels il s'est basé pour faire des avancées dans cette transition, l'état des lieux actuellement, et en dernier lieu, les perspectives de développement. Donc, je voudrais juste rappeler que le modèle énergétique marocain, il a été adopté en 2009 sous les orientations de Sa Majesté le roi Mohammed VI, et que Dieu l'assiste, et c'est un modèle qui est basé essentiellement sur 5 orientations et 4 objectifs principaux. Donc, 2 piliers sont importants. Le premier, c'est tout d'abord la mobilisation des ressources nationales et particulièrement par la montée en puissance des énergies renouvelables. Et le deuxième pilier, c'est c'est plutôt l'efficacité énergétique, la considérer comme une priorité nationale, et puis bien sûr le renforcement de l'intégration régionale. Donc le Maroc, il a revu de manière continue ses ambitions à la hausse dans le domaine de la transition énergétique. Aujourd'hui, l'objectif qui est fixé, c'est de porter la part des énergies renouvelables à plus de 52% de la puissance installée à l'horizon 2030, et c'était l'objectif qui a été annoncé lors de la COP 21 et réaffirmé lors de la COP 22 tenue à Marrakech. Donc, pour mettre en place ce nouveau modèle énergétique, le Maroc a commencé par la création de nouvelles institutions dédiées essentiellement aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique, notamment Mazen et l'IRISEN, qui sont aujourd'hui parmi nous dans ce panel et qui ont joué un rôle important en termes de mise en œuvre de ce modèle. Et puis, ce modèle a été également accompagné par la mise en place d'un cadre législatif qui permet de promouvoir le développement de projets d'énergie renouvelable par les opérateurs privés. Je cite en particulier la réalisation de projets par le privé dans le cadre des appels d'offres qui sont lancés soit par l'ONE, soit par Mazen, dans le cadre de partenariats publics-privés et qui visent essentiellement le développement, le financement, la conception, la construction, l'exploitation et puis la maintenance des différents projets d'énergie renouvelable. Et puis, le deuxième cadre de développement, c'est la réalisation de projets dans le cadre de la loi 1309 qui constitue la loi fondamentale de développement de projets par les opérateurs privés et qui vise, et c'est une loi qui institue le cadre pour la commercialisation de l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelable, en plus bien sûr de la loi 1608 relative à l'autoproduction et qui permet à certains opérateurs, notamment industriels, de produire une partie de leurs besoins en énergie. Donc les différents piliers sur lesquels on s'est basé pour faire des avancées dans notre modèle, c'est tout d'abord de mettre à niveau notre système électrique national à travers le développement du réseau électrique national. Et là, je cite, qu'entre 2009 et 2018, on a développé notre réseau de plus de 31% à travers l'ONE qui a également joué un rôle important dans cette transition. Et puis, il y a un investissement qui est programmé pour les années à venir pour permettre l'intégration des capacités additionnelles en énergie renouvelable, en plus des moyens de flexibilité, comme les moyens de flexibilité comme les stations de transfert à l'énergie de pompage, en plus bien sûr du modernisation du dispatching électrique national qui vise essentiellement à améliorer le monitoring et le pilotage de la production de projets renouvelables caractérisés par leur intermittence. Un deuxième levier, c'est la recherche et développement. Et là, je ne vais pas tarder parce que M. Belarabi, il va le développer certainement. C'est juste pour souligner qu'on a 2 leviers essentiels. Le premier, c'est l'appui direct à des projets de recherche et développement qui regroupent les industriels, les institutions de formation pour apporter des solutions à des contraintes et à des contraintes liées à notre modèle énergétique, à notre transition énergétique. Et le deuxième levier, c'est le développement d'infrastructures, carrément d'infrastructures thématiques, de développement, de recherche, de développement et de l'innovation. 2 sont déjà opérationnels et d'autres sont en développement.
Le troisième levier, c'est la formation. Et là, je cite qu'il y a pas mal d'écoles d'ingénieurs et d'universités, aussi bien publiques ou privées, qui ont initié des filières dédiées carrément aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique, en plus de la création d'instituts de formation de métiers des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique qui visent à former des techniciens spécialisés dans le domaine. Et un troisième levier qu'on a mis en place avec les professionnels, c'est le label TACA Pro, et c'est une initiative qui vise à former les installateurs et les entreprises nationales pour améliorer et développer leurs capacités, et particulièrement dans le domaine du photovoltaïque. Et à la date d'aujourd'hui, on a des 100 entreprises marocaines ont bénéficié de ce label. Le troisième levier, c'est l'intégration industrielle. Et là, ce modèle a commencé déjà à donner ses fruits. Et je cite en particulier l'usine de fabrication de pales éoliennes située à Tanger, qui est d'une capacité de 1000 mégawatts par an, et qui non seulement il alimente le marché local, mais aussi aujourd'hui, cette usine exporte à plusieurs pays africains, mais également à d'autres pays en Europe. 3 usines de modules photovoltaïques sont installées d'une capacité globale de presque 300 mégawatts. Et aujourd'hui, le cadre réglementaire qu'on a mis en place, particulièrement dans le domaine de l'efficacité énergétique, a permis l'émergence de sociétés spécialisées dans le domaine de l'efficacité énergétique, et 9 sociétés sont agréées en tant qu'organismes d'audit. Une vingtaine de demandes sont également en cours d'étude pour être autorisées dans les prochains jours. Le troisième levier, c'est l'amélioration continue du cadre législatif et réglementaire. Et là, je peux vous dire qu'au niveau de la loi 1309, on est aujourd'hui dans la 3e génération d'amélioration. On a déjà, le projet de loi a été déjà préparé et déjà présenté au Conseil de gouvernement. Donc, l'objectif, c'est de s'aligner avec les grandes orientations du pays en termes d'amélioration du climat d'affaires et de renforcer davantage la transparence dans le secteur des énergies renouvelables, de tenir compte des évolutions qu'a connues le secteur à l'échelle nationale, mais aussi internationale, et en particulier les contraintes techniques générées par les énergies renouvelables intermittentes. Ce projet vise également à faciliter l'accès à l'information, et particulièrement celle relative aux opportunités d'investissement, améliorer nos procédures d'autorisation, notamment en réduisant les délais de leur délivrance, et puis publier la capacité d'accueil du système électrique national en énergie renouvelable pour doter les opérateurs de plus de visibilité, surtout en termes d'opportunités d'investissement et de réalisation de projets d'énergie renouvelable. Et le dernier levier, c'est d'accélérer l'émergence d'un écosystème national et des technologies d'énergie renouvelable, parce que quand même le Maroc, qui investit énormément dans ce secteur, a quand même la légitimité d'abriter une partie de cette technologie. Un autre levier, c'est l'amélioration du cadre normatif. Et là, c'est très important parce que dernièrement, on a constaté qu'il y a quand même une dynamique en termes de développement de projets d'énergie renouvelable. Et en 2020, on a renforcé notre arsenal normatif par la publication d'une vingtaine de normes supplémentaires qui visent essentiellement le photovoltaïque et les installations solaires thermiques. Et nous venons de s'engager cette année dans un programme qui va durer 3 ans et qui vise à développer l'infrastructure qualité et certification en termes de photovoltaïque dans le cadre de la coopération allemande, et d'un montant de presque 1,3 million d'euros. S'agissant des avancées réalisées, donc tout cet arsenal législatif, réglementaire et ses leviers ont donné bien sûr comme fruit la réalisation d'un certain nombre de projets. Aujourd'hui, 100 projets sont soit déjà en exploitation et d'autres sont en développement. 47 projets sont déjà en exploitation et portent sur les filières solaires, éoliennes et hydrauliques. L'investissement mobilisé pour les 47 projets, c'est plus de 50 milliards de dirhams. Et la loi 1309, ou le cadre législatif mis en place, commence à donner ses fruits, d'autant plus que 50% de la capacité éolienne qui a été développée, c'est dans le cadre de la loi 1309. 54 projets sont en cours de développement. Ils portent également sur les filières solaires, éoliennes et hydroélectriques. Et l'investissement mobilisé, c'est environ 54 milliards de dirhams. Donc, le marché marocain, c'est un marché ouvert. 34 sociétés aujourd'hui ont contribué au développement de ces projets, dont 5 bien sûr marocains, et ils proviennent de 12 pays étrangers, ce qui confirme l'ouverture du marché marocain. Donc aujourd'hui, on peut dire que le Maroc est réellement engagé dans une transition énergétique, comme le confirment les indicateurs suivants. Tout d'abord, il y a une capacité globale de 3 950 mégawatts d'énergie renouvelable aujourd'hui opérationnelle, soit 37% de la capacité
de la puissance installée totale. Et puis, les projets d'énergie renouvelable contribuent à presque 20% de la production électrique avec une marge de réserve importante au niveau des moyens de production et notre dépendance énergétique qui constitue l'un des objectifs de notre modèle énergétique a été réduite de 97,5% en 2009 à 90,5% aujourd'hui. En termes de perspective d'évolution, donc un certain nombre de projets sont aujourd'hui déjà lancés pour tenir justement cette dynamique de développement des énergies renouvelables dans ce contexte également du Covid. Et là, je peux vous dire que la capacité de projets à développer à l'horizon 2023 est totalement renouvelable. Donc, il porte sur presque plus de 4400 mégawatts, 1800 solaires, 2016 éolien et puis 616 mégawatts d'hydroélectrique. On a également initié un programme pour la promotion de la production décentralisée du PV. C'est un programme qu'on a mis en place de manière concertée avec Mazen et l'ONE et il porte sur une capacité totale de 400 mégawatts. Il cible essentiellement les petites et moyennes entreprises, notamment nationales, avec une exigence d'une forte intégration industrielle pour promouvoir la création de l'emploi et les appels d'offres pour contribuer à la concrétisation de ce projet ont été lancés le 31 décembre dernier. Un autre programme, c'est le développement du pompage solaire. Et là, je peux vous dire que déjà, on est à 40 000 unités de pompage solaire sont déjà installées. Il y a un potentiel important. La superficie cible est presque plus de 540 000 hectares. Et rien qu'en 2020, 10 000 unités supplémentaires ont été ajoutées sans mesure incitative. Donc, c'est un marché prometteur, certainement pour la filière solaire. Un autre programme, c'est la valorisation énergétique de la biomasse. Et là, je peux dire qu'il y a déjà presque une trentaine de projets qui sont opérationnels au Maroc, 21 projets cumulant 12 mégawatts de puissance électrique installés au niveau des décharges et des steppes, et puis 10 projets cumulant 70 mégawatts de puissance thermique installés au niveau des industries et des hôtels. Et l'étude qui a été réalisée au ministère a confirmé qu'il y a quand même un potentiel important et la feuille de route y afférente est en cours de finalisation. De nouveaux programmes et nouvelles filières pour le développement des énergies renouvelables sont également initiés dans le cadre du suivi de très près par le Maroc de l'évolution de la transition énergétique à l'échelle internationale. Et là, je peux vous confirmer que le Maroc ambitionne d'utiliser pour toutes les unités de dessalement de l'eau de mer des projets d'énergie renouvelable. Il a initié également l'élaboration d'un programme pour doter les zones industrielles de projets d'énergie renouvelable pour les alimenter en énergie propre et compétitive, l'élaboration d'une feuille de route pour le développement de l'hydrogène vert et puis l'exploitation d'énergie marine conformément aux hautes orientations royales. Et le ministère a mis en place déjà une commission nationale qui regroupe toutes les parties prenantes pour l'élaboration d'une feuille de route à ce sujet. Le deuxième pilier de notre stratégie énergétique, c'est l'efficacité énergétique. Et là, je peux vous dire qu'il y a également un effort important qui a été fait depuis le lancement de notre modèle énergétique et qui a ciblé essentiellement 4 secteurs essentiels. Bien sûr, le transport qui consomme aujourd'hui presque 38% de notre consommation énergétique, suivi par le bâtiment avec un pourcentage de 33%, et puis l'industrie 20%, et en dernier lieu l'agriculture et l'éclairage public qui consomment 8%. Et l'étude qui a été réalisée, le projet de stratégie, il vise essentiellement à atteindre un pourcentage de réduction à l'horizon 2030, de réduction de notre consommation énergétique de 20%. Je peux vous dire que concernant l'efficacité énergétique, la démarche adoptée par le Maroc, c'était une démarche progressive. On a commencé dès le lancement de notre modèle par des actions de sensibilisation. Ils ont été suivis par la suite par des projets de démonstration, des programmes de sectoriels, en allant bien sûr vers l'édition de textes réglementaires qui obligent un certain nombre de secteurs de se conformer aux principes et aux mesures d'efficacité énergétique. Il y avait également un effort important qui a été fait au niveau du développement des capacités et qui a permis de développer une expertise nationale. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a un grand intérêt de la part des acteurs, aussi bien privés que publics, pour les actions, les projets et les programmes d'efficacité énergétique. Ce programme s'inscrit également dans le cadre de la décarbonisation des activités économiques, notamment celles industrielles, et le Maroc a fait le choix de booster ce chantier d'efficacité énergétique à travers la commande publique
en obligeant aujourd'hui l'administration à donner l'exemple en la matière. Et là, je peux vous rassurer que presque toutes les administrations, les établissements publics et les collectivités territoriales ont initié des actions d'efficacité énergétique pour optimiser leur consommation énergétique. Le cadre législatif et le cadre réglementaire régissant l'efficacité énergétique a connu des améliorations ces dernières années, et particulièrement, et je cite en particulier l'édition du décret relatif à l'audit énergétique obligatoire et à la création des organismes d'audit. Et ce texte-là, il oblige aujourd'hui les industriels qui consomment plus de 1500 tonnes équivalent pétrole à procéder de manière systématique à des audits énergétiques pour optimiser leur consommation. Et puis, pour le secteur tertiaire et les entreprises de transport et distribution de l'énergie électrique et de 500 tonnes équivalent pétrole par an. Un deuxième décret qui vise la création des entreprises de services énergétiques a été déjà adopté par le Conseil de gouvernement le 21 novembre 2019, et le projet de décret relatif aux performances énergétiques minimales des appareils et équipements a déjà signé conjointement par Monsieur le ministre chargé de l'énergie, Monsieur le ministre chargé de l'industrie, et il a été soumis bien sûr pour approbation au niveau du secrétariat général du gouvernement. Deux autres projets sont initiés. Le premier, c'est le projet de décret relatif à l'étude d'impact énergétique. On est en train de le stabiliser conjointement avec les départements ministériels concernés. Et le deuxième projet, c'est le projet de décret fixant les administrations, les établissements publics, les collectivités territoriales tenues de par la loi à rationaliser leur consommation énergétique. Donc, en guise de conclusion, je peux vous assurer que les avancées qui sont réalisées en termes de transition énergétique marocaine, c'est l'aboutissement d'une grande volonté politique tout d'abord, et puis d'une stratégie énergétique qui est claire, réaliste, avec des objectifs chiffrés, des projets attractifs, des réformes législatives et réglementaires appropriées, des modèles de partenariat pertinents, un potentiel important en énergie renouvelable, mais aussi le positionnement géostratégique au Maroc qui lui permet d'être un acteur clé en matière d'intégration régionale des marchés et des réseaux énergétiques. Aujourd'hui, je peux vous rassurer que le modèle énergétique marocain suscite un intérêt de plus en plus important de la part des investisseurs nationaux et internationaux, et particulièrement pour les filières solaires et éoliennes, mais aussi de pays partenaires qui souhaitent de s'enquérir de l'expérience marocaine, et puis des institutions internationales qui sollicitent que notre pays soit partenaire des différentes alliances en termes de transition énergétique qui sont en cours de mise en place à l'échelle internationale. Et je vous remercie encore une fois d'offrir au ministère cette opportunité pour partager avec vous les derniers développements du modèle énergétique marocain. Et merci. Merci Ahmed. Merci pour cette présentation très riche qui va, j'imagine, susciter beaucoup d'intérêt de la part des participants. Je vois déjà beaucoup de likes qui remontent. Mais peut-être avant de passer à la deuxième présentation, est-il possible de nous donner plus de précisions sur un aspect que vous avez déjà évoqué au niveau de votre présentation, la coopération. Vous avez évoqué la coopération, par exemple, avec l'Allemagne. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la coopération internationale et particulièrement les opportunités de coopération dans un cadre triangulaire, notamment avec l'Afrique? Merci, Monsieur Ramdan, pour cette question pertinente que je n'ai pas pu aborder parce que la thématique, elle porte justement sur le modèle énergétique marocain. Mais comme je l'ai dit en guise de conclusion, c'est un modèle qui suscite aujourd'hui beaucoup d'intérêt de la part de plusieurs pays partenaires. Donc, parmi eux, il y a bien sûr les pays européens et puis nos partenaires et les partenaires africains. Et là, je cite que effectivement, le Maroc a bénéficié d'un soutien de la part de nos pays, d'un certain nombre de pays européens, notamment l'Allemagne à travers la GIZ ou à travers la KfW pour le financement d'un certain nombre de projets. Et aujourd'hui, je cite l'exemple de la GIZ dont s'engage sur un programme quand même qui est très important, qui porte sur les 4 années à venir et qui cible essentiellement l'efficacité énergétique, notamment dans le secteur du bâtiment, dans le secteur de l'industrie, mais aussi dans le secteur de l'éclairage public, et qui vise également à améliorer davantage notre cadre normatif, le cadre législatif et réglementaire, mais aussi à mettre en place des mécanismes de financement de projets d'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Donc, à côté de ça, il y a bien sûr les pays partenaires africains qui sont très intéressés par l'évolution du modèle
énergétique marocain, parce que quand même, il faut le dire, que les avancées qui ont été réalisées par le Maroc ont été réalisées dans presque une décennie. Et là, presque tout l'arsenal de coopération qui a été signé par le Maroc avec les pays partenaires, il y a toujours une composante qui porte sur le secteur de l'énergie et les énergies renouvelables en particulier. Et le continent africain, c'est un continent qui quand même dispose d'un potentiel important, particulièrement pour la filière solaire. Et le Maroc pourrait bien sûr jouer un rôle de premier plan pour promouvoir les énergies renouvelables, soit dans le cadre de la coopération bilatérale à travers nos institutions, notamment Mazen, l'IRISEN et l'ONE, mais aussi dans le cadre de la coopération triangulaire avec certains pays qui souhaitent quand même mettre au profit des pays africains l'expertise marocaine. Merci, c'est Ahmed. On passera à la deuxième présentation qui sera faite par Sitarek Haman. Alors, Sitarek, Mazen, ou l'Agence marocaine pour l'énergie durable, est chargée du développement de toutes les énergies renouvelables dans le cadre du partenariat public-privé et en dehors de ceux réalisés dans le cadre de la loi 1309, par les opérateurs privés, bien sûr. Donc, quels sont les défis à relever par Mazen en tant qu'agence chargée du développement des projets des énergies renouvelables pour accélérer la transition verte au niveau du Maroc? C'est pareil. Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, désolé pour quelques contraintes techniques pour donc cette connexion. Donc, je vais demander à Monsieur Ahmed, s'il vous plaît, donc si on peut défiler donc la présentation. Donc, vous me l'avez déjà envoyé, si Haman? En attendant, donc je Hein? présente donc Tarek Haman, je suis directeur du pôle développement au sein de Mazen. Je coiffe en particulier tous les processus de développement de projet depuis donc l'établissement, donc dans la contribution à l'établissement du plan d'équipement, donc avec le gestionnaire du réseau l'ONE jusqu'à donc le début de la construction. Et personnellement, donc avant de rejoindre Mazen, j'étais en charge du développement également au sein de l'ONE. Voilà, donc alors, je ne sais pas si on arrive à voir la présentation. Voilà. Très bien. Juste une seconde, si Tarek. Je vous en prie, prenez votre temps. Une seconde. Donc c'est bon, je l'ai reçu. Juste une seconde et. Oui, Madame Safi, c'est bon, c'est bon. Vous partagez votre écran assez. D'accord. Le cas échéant, c'est Tarek, vous pouvez commencer. Vous pouvez commencer l'introduction et au fur et à mesure, on. C'est bon, débat, c'est Tarek? Alors personnellement, je le vois. Voilà, maintenant c'est parfait. Parfait. Donc si on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc je pense que tout d'abord donc présenter Mazen. Donc Mazen, c'est l'agence marocaine d'énergie durable. Nous sommes en charge de la mise en place ou la mise en œuvre donc de la stratégie du Maroc en termes donc d'énergie renouvelable. Mazen a été créé en 2010, donc avec une mission claire, donc implémenter la stratégie du Maroc en termes d'énergie renouvelable pour le secteur électrique, avec des objectifs clairs et assignés,
donc de 42% à 2020 et de 52% à 2030. Mazen intervient sur l'ensemble donc de la chaîne de valeur et sur différentes technologies, éolien, solaire et renouvelable. Donc, dans un cadre réglementaire spécifique, puisque Mazen est créé par une loi et donc, disons, agit suivant justement les directives de cette loi. Non. Peut-être la slide suivante, s'il vous plaît. Donc voilà, donc Mazen est une société de droit privé, mais avec un actionnaire public qui est l'État, soit directement, soit à travers donc des organes de l'État. Et bien sûr, nous agissons en parfaite coordination avec l'ONE, qui est le gestionnaire du réseau. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc Mazen, justement, dans le cadre de sa mission, le principal objectif, c'est la production d'énergie renouvelable pour les besoins du réseau électrique national. Mais dans le cadre de nos actions, nous nous arrêtons pas uniquement à cette mission, qui est la principale. Nous avons également d'autres missions, telles que le développement d'une industrialisation ou de l'intégration industrielle autour donc des énergies renouvelables, promouvoir la partie industrielle dans cette composante renouvelable qui est importante, tout ce qui est en lien aussi avec le transfert du savoir-faire et la formation, qui est pour nous un axe important de développement, le développement local, puisqu'on souhaite effectivement à ce que nos projets puissent apporter une valeur ajoutée au terrain d'implémentation et aux localités dans lesquelles ils sont implémentés, donc à travers un ensemble d'actions à la fois sociales, mais aussi économiques et de développement. Et finalement aussi la recherche et développement comme un axe majeur que nous promotons, et ce donc à travers donc différentes actions qui sont réalisées, notamment la plateforme recherche et développement qui est mis en place à Ouarzazate. Donc c'est une approche intégrée pour justement créer un écosystème autour de ces énergies renouvelables. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, beaucoup de choses ont été présentées par Sidi Ahmed, donc du ministère de tutelle de l'environnement. Je ne vais pas donc revenir sur tous ces éléments-là. Je vais juste spécifier que le Maroc bénéficie donc d'un potentiel renouvelable important, à la fois en ce qui concerne l'éolien, le solaire et l'hydraulique, avec une dispersion sur le territoire géographique et une répartition intéressante, puisque l'éolien est présent un peu partout, mais avec une concentration au nord, dans les couloirs de Taza, les couloirs de Touahar, la région des Saouira, le couloir donc, qui en suit, et bien sûr donc toute la région sud qui est extrêmement vantée et bénéficie de conditions très intéressantes en termes de production éolienne. En ce qui concerne le solaire, le Maroc dans sa globalité dispose d'un gisement important. On peut en produire un peu partout, bien sûr avec des différences selon les zones en termes de ressources et de qualité de la ressource. Et avec donc bien sûr un niveau d'irradiation qui diffère selon les régions. Mais globalement, le Maroc est un terrain très propice pour la production solaire, notamment photovoltaïque. En ce qui concerne le solaire concentré ou le CSP, là il y a des zones spécifiques qui bénéficient donc de conditions, notamment de radiation directe des rayonnements solaires. Et il faut être en hauteur, c'est pour ça que ces projets-là sont plus développés vers les régions de Ouarzazate ou bien tous les plateaux de l'Atlas ou de l'anti-Atlas qui justement sont propices à ce genre de développement. En ce qui concerne l'hydraulique, donc bien sûr, il est concentré dans les zones où il y a des grands fleuves avec une pluviométrie intéressante, notamment l'Atlas et le Rif. Et sur l'hydraulique, la grande partie du potentiel a déjà exploité, mais il reste encore quelques ouvrages à réaliser, et en particulier donc des stations de stockage par pompage, des STEP,
pour lesquels en fait le Maroc justement prévoit d'en réaliser plusieurs dans le futur. Slide suivante, s'il vous plaît. En termes de réalisation, comme l'a dit Monsieur Ahmed, aujourd'hui nous avons à peu près 4000 mégawatts qui est opérationnel sur les différentes technologies, hein, environ 700 mégawatts solaires, plus de 1400 éoliens et 1760 en hydraulique, répartis sur l'ensemble des territoires et aussi développés selon différents cadres réglementaires. Comme vous le savez peut-être, au Maroc, il y a trois principaux cadres réglementaires qui permettent de développer des projets renouvelables. Il y a la loi spécifique à Mazen et qui est là justement pour répondre aux besoins du réseau national, à travers laquelle Mazen lance des appels d'offres et sélectionne des constructeurs ou des développeurs pour réaliser les projets, à travers donc des PPA ou des contrats de construction. C'est le cadre principal qui a été réalisé jusqu'à aujourd'hui. Il y a aussi la loi 1309 qui justement ouvre le marché du renouvelable au privé. Jusqu'à présent, elle a été mise en œuvre essentiellement pour la clientèle achetée et THT, haute tension et très haute tension, puisque les décrets d'application qui sont sortis de cette loi-là couvraient justement ce niveau de tension. Donc c'est cette loi donc qui permet à le développeur privé de produire l'électricité, de la vendre directement à de la clientèle privée. Le gestionnaire du réseau, en l'occurrence l'ONE, n'est en charge que du transport de l'électricité. Troisième cadre réglementaire. Et d'ailleurs, dans le cas de cette loi, aujourd'hui, plus de 700 mégawatts ont été développés sous ce régime-là. Et beaucoup de projets sont prévus dans ce cadre-là. Troisième cadre réglementaire, l'autoproduction. Donc, il y a aussi une loi spécifique qui permet à des producteurs, des industriels ou des consommateurs de produire l'électricité pour leurs propres besoins et de la consommer localement ou en la transportant. Mais il faut bien sûr que ça soit lié à leurs propres besoins. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, un des projets phares qui a été réalisé, c'est le complexe Ouarzazate. Dans le Ouarzazate, 580 mégawatts, différentes technologies. Aujourd'hui, l'un des plus grands complexes dans le bio en termes solaires, multitechnologie. Avec ce qui est intéressant à mentionner, c'est que on a une capacité de stockage très intéressante, 510 mégawatts, qui permettent de stocker l'électricité pendant 7 heures et produire l'électricité pendant le soir. Ce complexe répond à quasiment aux besoins d'environ 2 millions d'habitants à l'échelle nationale. Slide suivante, s'il vous plaît. Quelques photos donc du complexe La suite, s'il vous plaît. Deux projets aussi intéressants qui ont été mis en œuvre à Boujdo et Laayoune, solaire, totalisant 105 mégawatts. Ce qui est intéressant à mentionner par rapport à ces projets-là, c'est que ils ont été financés sur un schéma très intéressant qui est le Green Bond, et c'était la première opération de Green Bond qui a été faite en Afrique et qui a réussi, donc un succès puisqu'elle a été souscrite quasiment plus de 3 fois. Et aujourd'hui, c'est un schéma que nous prévoyons pour nos futurs projets, notamment photovoltaïque et éolien. La suite, s'il vous plaît. Donc voilà, donc le Green Bond a été un succès. C'est quelque chose aujourd'hui qui est envisagé pour des futurs projets, soit en faisant appel à des souscripteurs donc nationaux, mais également au niveau international. Ce qui est intéressant à signaler, c'est qu'aujourd'hui, Mazen également est en cours d'accréditation par le JCF, le Fonds vert international, qui justement permettra de faire bénéficier de conditions de financement extrêmement intéressantes pour le projet, mais aussi pour des projets tiers, puisque nous pouvons être un véhicule de financement pour ces projets-là. Ça donne une force de frappe et un potentiel de financement très intéressant pour Mazen, qui permettrait justement de encourager encore plus cette introduction massive des énergies renouvelables au niveau national, mais également accompagner notre démarche internationale. Slide suivante, s'il vous plaît. En termes de projets en cours de construction ou en cours de développement, dans en tout cas la construction démarra rapidement. Il y a un ensemble de projets. Les plus importants sont Midelt,
avec sa première phase de 800 MW et sa seconde phase de 800 MW, qui va devenir donc le plus grand complexe solaire donc, national, mais aussi un des plus grands à l'échelle internationale. En termes de solaire, d'éolien, il y a également le projet intégré qui est en cours de réalisation suivant ces différentes phases, et également donc le repowering de Koudiab Gheda, puisque sur certains projets éoliens, nous avons déjà dépassé la phase de la première concession. Nous sommes en train de remplacer ces machines-là par des machines plus importantes, plus grandes, pour avoir de meilleurs rendements. Donc nous sommes dans un second cycle et qui est très intéressant, qui est en soi une première à l'échelle continentale et à cette échelle-là, une des premières aussi au niveau mondial. Donc si on comptabilise les projets en cours de construction ou en cours de bouclage financier, c'est quasiment 4000 MW supplémentaires qui viendraient s'additionner aux 4000 déjà mis en service dans les 2 à 3 prochaines années. Ce qui nous permettra justement d'atteindre notre objectif de 50 MW bien plus tôt qu'en 2030, mais normalement dans les 3 prochaines années. Slide suivante, s'il vous plaît. Peut-être sur l'hydraulique aussi, donc il y a des projets en cours, en particulier la Step Development, qui est en cours de construction par l'OLE, 350 MW, et qui augmentera la capacité de stockage du royaume, permettant donc justement donc d'atteindre nos objectifs. Un autre élément intéressant aussi à présenter, c'est notre action donc au niveau donc du cluster solaire. Comme j'ai dit, en fait, au-delà de la partie production d'électricité, Mazen intervient en appui aux industriels, notamment avec la création de ce cluster solaire qui couvre non plus uniquement le solaire, mais toute la composante renouvelable et permet d'accompagner les industriels dans leur démarche à la fois de marché, mais aussi de formation et d'accompagnement au niveau du financement. Donc plusieurs entreprises ont bénéficié de cette action, quasiment 300 compagnies, et on compte aujourd'hui 80 membres qui participent activement à ce cluster. La suite, s'il vous plaît. La recherche et développement, l'un des axes aussi importants. Là-dessus, ce que je citerai en particulier, c'est les différents partenariats que nous avons noués avec les différents organismes internationaux, notamment le CEA, Sumitomo, Masdar et d'autres, UNIDO et d'autres organisations, justement pour mettre en place des plateformes de recherche et développement, recherche appliquée, tester les équipements aujourd'hui sur le terrain, notamment à Ouarzazate, on a une grande plateforme de tests qui permet justement de faire les derniers tests pour une mise en conditions réelles de ces nouvelles technologies en vue d'une commercialisation rapidement. Un des éléments intéressants aussi que nous avons testé, c'est le CPV, qui est une technologie intéressante pour la production donc d'énergie électrique à partir du soleil et permet d'avoir donc un des rendements assez intéressants. Slide suivant, s'il vous plaît. Sur nos actions internationales également, Mazen aujourd'hui a initié donc avec bien sûr le ministère et en collaboration avec les partenaires européens, en particulier l'Espagne, le Portugal, la France et l'Allemagne, et la Commission européenne, ce qu'on appelle l'Asset Roadmap, une initiative donc de mise en place d'un marché d'échange d'énergie renouvelable entre ces pays-là pour demain l'étendre à l'ensemble du bassin méditerranéen pour promouvoir les échanges électriques d'origine renouvelable et l'objectif étant de créer un marché d'échange permettant au Maroc de
trouver des opportunités d'export d'électricité renouvelable. Nous avons un excellent gisement et aujourd'hui, l'export est une option, bien sûr, de valorisation de cette ressource-là. Et nous sommes en train de travailler donc avec les différents partenaires sur cette possibilité. Et on espère cette année, Inch'Allah, pouvoir signer un accord qui permettrait de lancer le développement de ce qu'on appelle les Transbounding PPA, des PPA entre pays qui permettent de produire l'électricité au Maroc et de pouvoir la commercialiser en Europe, notamment en Espagne, Allemagne ou Italie. La suite, s'il vous plaît. Au niveau international aussi, nous avons un ensemble d'actions destinées aussi à l'Afrique. Je pense que le Maroc bénéficie d'une expérience intéressante, à la fois en termes d'électrification, mais aussi en termes de développement d'énergie renouvelable. L'Afrique, le continent, bénéficie disons, de gisements importants en termes de renouvelables, mais aussi présente des lacunes importantes. Plus de 600 millions d'habitants ne sont pas connectés au réseau, hein, plus de 50% de la population n'a pas accès à l'électricité, et je pense que nous avons pleinement un rôle à jouer et un devoir, et nous sommes, je pense, outillés pour ça. Donc, notre action se traduit selon différents niveaux. Ça peut être un accompagnement de la coopération institutionnelle, de la coopération, un accompagnement technique à travers donc des assistances techniques qu'on offre à certains pays ou certains opérateurs, à la fois d'un point de vue technique, mais aussi financier, institutionnel, et également des actions de développement de projets renouvelables en Afrique. Je cite l'exemple le plus avancé aujourd'hui, c'est la Zambie, avec lequel on a signé un accord portant sur le développement de 450 mégawatts renouvelables, éoliennes, solaires et hydrauliques, et sur lesquels nous avançons très bien, notamment avec un premier projet pour lequel on souhaite lancer la construction dès la fin de l'année ou début de l'année prochaine de 100 mégawatts photovoltaïques en Zambie. La même démarche aussi est adoptée à Djibouti, et nous sommes en train d'étudier aussi le développement de projets au Nigeria, au Burkina Faso, au Niger et au Mali. La RDC étant également un pays que nous regardons avec quelques opportunités que nous avons identifiées. Et là-dessus, nous agissons en tant que co-développeurs, donc avec des opérateurs locaux, mais aussi en faisant le relais d'opérateurs internationaux qui, justement, sont plus en confiance s'ils travaillent avec nous dans ces pays-là. La suite, s'il vous plaît. Je pense qu'on a fait un peu le tour sur la partie électrique. Alors, donc, je pense qu'aujourd'hui, les objectifs pour 2030 sont clairement identifiés. Nous sommes en train de les atteindre. Mais pour pouvoir justement maximiser donc l'utilisation ou en tout cas l'exploitation de notre gisement renouvelable, il faut dès à présent commencer à penser au-delà de 2030 et voir quels sont les autres secteurs qu'on peut justement où l'électricité renouvelable peut être intéressante à introduire. Ça permettra justement d'accroître la décarbonisation de notre économie, mais également donc de cette ouverture aux autres segments permettra même d'augmenter le taux de renouvelables dans le mix électrique. Aujourd'hui, donc, nous sommes en train, si on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Nous sommes en train de regarder les différentes applications, notamment l'hydrogène, qui peut être une application intéressante. Le Maroc dispose de gisements renouvelables intéressants qui lui permettent de se positionner autant que un emplacement idéal pour produire de l'hydrogène vert. Et dans cette démarche-là, nous sommes en train de regarder les différentes opportunités, bien sûr en collaboration avec l'ensemble des parties prenantes, le ministère de l'Énergie, mais aussi les partenaires tels que l'OCP, IRESER et l'ONU et l'ODIM pour justement voir quelle est la meilleure manière de valoriser ce potentiel. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, peut-être pour compléter sur ce point-là, comme vous le savez, donc
la- la- l'électricité aujourd'hui, en termes de consommation énergétique, ne représente que au Maroc qu'environ 20%. Donc, même avec une pénétration de 52%, ou même au-delà, en termes d'énergie renouvelable, d'un point de vue mix énergétique, donc l'électricité reste relativement faible. Donc, l'action, disons, de décarbonisation devrait s'adresser également aux autres secteurs consommateurs d'énergie, le transport en particulier, mais également l'industrie. Et c'est pour cela que aujourd'hui l'hydrogène est identifié comme un élément pouvant justement permettre donc d'entamer cette décarbonisation parce que c'est un produit qui peut être issu du renouvelable, hydrogène vert, et qui présente des caractéristiques intéressantes. Il peut être stocké, il peut être transporté d'une manière beaucoup plus fluide et facile. Bien sûr, il y a un ensemble de développement qui sont aujourd'hui faites autour de l'hydrogène pour pouvoir justement optimiser ces éléments-là. Ça peut être aussi la matière première pour produire de l'ammoniac, des biocarburants ou d'autres applications. Et le Maroc est un des pays les mieux outillés pour produire cet hydrogène vert. Et c'est dans cette perspective-là que nous avons aujourd'hui lancé un premier projet, donc dans le cadre de la coopération avec l'Allemagne, et donc sous la tutelle du ministère de l'Énergie, pour développer un premier projet à taille industrielle, un projet de référence de production d'hydrogène vert à partir d'une source éolienne et solaire. La capacité aux alentours de 100 mégawatts au niveau de l'électrolyse. C'est un projet intégré et on est en train de réaliser les études de faisabilité. On espère beaucoup d'ici septembre pour pouvoir lancer le travail de sélection des développeurs qui travailleront sur la réalisation de ce projet-là. Et on vise fin 2024 pour une mise en service de ce premier projet. Parallèlement, nous sommes aussi en train d'identifier les débouchés en termes de produits finaux, mais aussi en termes de clients. Notamment, des discussions sont en cours avec des partenaires hollandais, des partenaires allemands, mais aussi des partenaires locaux tels que l'OCP, pour justement voir les débouchés qu'on peut avoir pour la production d'hydrogène vert au Maroc. Il y a aussi, nous sommes aussi partie prenante donc avec le ministère dans le travail qui est fait autour donc de l'hydrogène vert à travers donc la participation à l'élaboration de la feuille de route qui définira justement les grandes lignes à suivre dans ce domaine très prometteur et dans lequel le Maroc devrait se positionner en force et être un leader vu les atouts dont nous disposons à la fois d'un point de vue ressources, d'un point de vue expérience et savoir-faire acquis, mais également d'un point de vue proximité du marché et infrastructure. Voilà en gros ce que je voulais partager avec vous et je suis à votre disposition s'il y a des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sitaleh Haman, pour cet exposé très détaillé. Et vous avez évoqué lors de votre présentation la recherche et le développement. Je crois qu'avec l'IRSN, nous allons nous attaquer davantage à cette question. Je rappelle que l'IRSN, c'est l'Institut de recherche en énergie solaire et énergie nucléaire, qui a pour mission d'accompagner justement cette transition par la promotion de la recherche et développement ou par la réalisation de plateformes de recherche, développement et innovation dans le domaine des énergies renouvelables. Alors, Monsieur Ahmed Ben Arabi va nous parler des principales initiatives menées par l'IRSN en matière de recherche et développement pour accompagner justement la transition énergétique propre au Maroc. Et à travers cette question, il passera en revue les aspects liés au solaire, au Power to X, à l'hydrogène vert, etc. Merci, si Ahmed Belal. Merci Sirndan. Donc le temps de partager mon écran, si vous permettez. J'espère que tout le monde peut voir un peu mon écran. Donc, excellent, excellent. Donc,
Tout d'abord, je tiens à me présenter rapidement. Je suis à la vie. J'ai été au niveau de l'IRESEN et du Green Energy Park responsable des systèmes photovoltaïques pendant 6 ans et depuis une année et demie, je suis également responsable de partenariat et business developer pour tout ce qui est valorisation des produits issus des résultats de recherche sur les différents projets menés au sein du Green Energy Park et de l'IRESEN. Donc, mes prédécesseurs ont déjà entamé bien comme il faut la mise en place des contextes, les généralités. Je ne vais pas vraiment revenir dessus, mais je vais m'attaquer directement au vif du sujet, et notamment en présentant l'IRESEN, qui est l'Institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle, créé en 2011 sous l'égide du ministère des Énergies, des Mines et de l'Environnement, avec pour but de soutenir le gouvernement à travers la R&D dans sa stratégie énergétique. Donc, le positionnement, on va dire, de l'IRESEN est partagé en deux aspects majeurs. Elle a deux missions clés. La première, c'est que c'est une agence de moyens qui finance des projets au profit d'industriels et d'académiciens dans le but de bridger un peu le gap existant entre ces deux mondes-là et de les forcer à travailler ensemble dans une approche R&D dans le domaine du renouvelable. Et puis la deuxième mission, c'est de mettre en place des infrastructures de recherche dédiées sur différentes thématiques, notamment, on va y revenir plus tard avec un peu plus de détails, mais notamment à travers la mise en place du Green Energy Park à Benguela, dans l'écosystème du M6P, qui a été fait sous forme de joint venture avec le groupe OCP et inauguré en 2017 par Sa Majesté le Roi. Également, la mise en place du Green and Smart Building Park, qui est plus orienté efficacité énergétique dans le bâtiment et réseaux intelligents. Et j'y viendrai par la suite avec un peu plus de détails. Donc, le positionnement de l'IRESEN, en fait, c'est trois axes majeurs. C'est déjà la recherche et l'innovation, le renforcement des capacités et la création de valeur. Donc, on va voir au fur et à mesure. Donc, à travers l'agence de moyens Valeur Aujourd'hui, nous avons pu financer de 2011 à 2017 à hauteur de 40 millions d'euros de projets qui ont permis justement Valeur Aujourd'hui de financer à hauteur de 801 chercheurs et doctorants sur pas mal de projets qui touchent à pas mal de thématiques, que ce soit les énergies renouvelables, la digitalisation de l'énergie, le traitement de l'eau, la valorisation des déchets, la ressource hydraulique, la mobilité électrique, le stockage électrique, également électrochimique et thermique, et de l'efficacité énergétique dans le bâtiment. Et ça a permis également le financement de 17 laboratoires au niveau de différentes universités marocaines. Par rapport aux appels à projets lancés dernièrement et notamment en 2020 et 2021, donc on a le Green Inno Project et l'Inno Espa Maroc, qui sont des appels à projets dédiés toujours sur de financer des projets de recherche collaboratifs entre académiciens et industriels. Pour le cas de l'Inno Espa Maroc, justement, il y a un avantage, c'est un appel à projet conjoint entre le Maroc et l'Espagne à travers le CDTI, où des entités espagnoles et marocaines peuvent travailler ensemble sur des projets collaboratifs et où chaque pays va couvrir les besoins en termes de fonds. Et puis le nouveau appel à projet qui est très intéressant, qui est le Green Inno Boost. Donc dans la première édition a été faite en 2019, la deuxième a été lancée cette année, qui vise donc au-delà de la recherche et développement, et cet appel à projet vise plutôt la valorisation des projets de recherche existants et le soutien à la création de valeur et à la création de start-up et d'entrepreneuriat. Donc juste là, c'est une petite batterie, un petit exemple des différents projets de recherche qui sont financés par l'IRESEN. Donc, comme vous pouvez voir, on a tout ce qui est modélisation, cartographie, climatisation solaire, développement de nouvelles technologies, développement de micro-onduleurs, développement de CPV, de triporteurs de mobilité électrique, de l'intégration de procédés, d'énergie renouvelable solaire, notamment dans des procédés thermiques, la valorisation des déchets à travers de la biomasse, l'intégration du solaire
micro-CSP au niveau des toitures des hammams, et j'en passe. Donc, les nouveaux appels à projets, là, maintenant, qui sont prévus, il y a, avec le CDTI INOESPA, il y a des appels à projets qui sont prévus avec l'ADEME, d'autres avec la Turquie, à travers l'institution Kubitak, un autre avec le DLR, et puis un appel à projet qui est en cours actuellement à travers Mission Innovation qui s'appelle LIP-RE, donc qui est en cours de lancement et en cours où les gens sont en cours de soumission, et un qui est également prévu cette année qui va mettre à contribution l'Union européenne et l'Union africaine. L'idée là encore, c'est de maximiser et de renforcer la coopération nord-sud et le transfert de savoir et de savoir. Donc là, je reviens un peu sur le Green InnoBoost avec des appels à projets d'un point de vue régional où les projets ont une durée maximale d'1 an pour bénéficier d'un programme d'accompagnement et de formation et de mise en contact avec l'écosystème de l'innovation verte au Maroc dans le cadre d'un réseau marocain de l'innovation verte qu'on appelle Green Marino, donc avec des régions prioritaires, que ce soit Talat Filat, Dakhla Ouad Dahab, Bni Mellal Khnifra et Youn Saria Al-Hamra. Concernant les infrastructures de recherche, donc je disais tout à l'heure, le Green Energy Park, que une majorité de personnes connaît alors aujourd'hui, le Green Smart Building Park qui a pu recevoir en 2019 et accueillir la première édition du Solar Decathlon Africa. La prochaine plateforme en cours de développement qui sera orientée Power to X, à laquelle, enfin une des thématiques à laquelle si Haman a fait allusion lors de sa présentation, et qui sera orientée pour tout ce qui est production de molécules vertes et de combustibles verts, que ce soit hydrogène, ammoniac ou autre, pour différents services, donc pour le Power to X en général, que ce soit pour l'utilisation de ces molécules dans des process chimiques, que ce soit leur utilisation en tant que vecteur de stockage ou vecteur de transport. Une autre plateforme qui n'est pas basée au Maroc, mais qui sera basée en Côte d'Ivoire, qui est en cours de construction actuellement, qui s'appelle le Green Energy Park Maroc-Côte d'Ivoire, donc qui est à l'image de son homologue marocaine et qui vise à compléter un peu les études menées ici dans le domaine du solaire, avec des études qui seront menées en Côte d'Ivoire dans des conditions semi-tropicales, avec comme partenaire local l'Institut national Félix Houphouët-Boigny, et le groupe OCP, et puis deux autres plateformes qui sont en cours de réflexion, on va dire, que ce soit l'agro-énergétique qui est dédié pour le Nexus agriculture et énergie et la valorisation de la biomasse, et le Water Energy Nexus qui est, comme son nom l'indique, dédié à tout ce qui est traitement des eaux et désalination et valorisation de l'énergie marine. Voilà. Donc par rapport au Green Energy Park, c'est rapidement en quelques chiffres, c'est une superficie de 8 hectares, 210 millions de dirhams d'investissement, 60 personnes en termes de staff permanent, c'est 6 thèses doctorales soutenues, 4 brevets déposés et 9 projets en cours de valorisation et 30 projets de recherche qui sont en cours, donc sur différentes thématiques. Là, pour tout ce qui est sur photovoltaïque, on est sur tout ce qui est identification des technologies adaptées au contexte local, différents projets, que ce soit Marotest, PV Roadmap, l'intégration du solaire photovoltaïque au pompage solaire au niveau de la région de Thames Salah, l'utilisation des big data pour l'analyse des données et autres, l'adaptation des systèmes photovoltaïques au niveau des mines. Le deuxième axe qui est le développement de nouvelles technologies orientées et dédiées pour les régions désertiques et semi-arides, notamment à travers le projet Module du désert, ou le développement
dépôt de couches minces, des stratégies de nettoyage également. Donc, nous ne travaillons pas seulement sur le module, la technologie en elle-même, mais également toutes les composantes qui s'entourent afin d'optimiser les coûts, que ce soit en termes de CAPEX, que ce soit en termes d'OPEX. Et finalement, un aspect auquel tout à l'heure Monsieur Hamid a fait allusion, qui est l'aspect de certification et qui est très important. Et donc là, nous sommes en cours d'une part d'accréditation ISO 17025 pour le test et l'essai des modules photovoltaïques au niveau du Maroc. Nous sommes également d'ores et déjà qualifiés en tant que laboratoire de l'IMANOR pour mener les tests selon les normes marocaines IEC 61215 et 61730. Par rapport à la régulation et l'inspection des centrales, là, ce sont des accompagnements que l'on propose à nos partenaires souhaitant bénéficier, installer un système solaire de différentes tailles. Et nous partons toujours sur une approche de mutualisation de notre infrastructure, donc nous utilisons les équipements nécessaires à la recherche également pour mener des diagnostics, procéder à des réceptions d'installations dans les règles de l'art au profit de nos partenaires et nos clients. Concernant les systèmes thermiques, là c'est là encore 3 axes de recherche primordiaux qui sont l'élargissement du champ d'application du CSP au Maroc en vue de l'utiliser dans des process industriels tels que le séchage des phosphates, pour ne citer qu'un exemple parmi tant d'autres, mais également l'optimisation des technologies, donc l'utilisation du Fresnel notamment et des fluides organiques à cycle de Rankine. Il y a également le deuxième axe qui concerne le renforcement de la compétitivité économique et environnementale du CSP. Nous avons pas mal de projets qui sont majoritairement financés avec la Commission européenne. Et finalement le développement de technologies là encore adaptées au contexte national, et que ce soit sous forme de produits en lui-même, de prototypes, que ce soit sous forme de pilotes de systèmes avec une hybridation de technologies, notamment le projet RealCop qui combine du micro CSP, donc contrairement à ce qu'il y a sur Ouarzazate, des cylindres paraboliques avec des diamètres variant entre 5 et 6 mètres. Là, on est plutôt sur du 50 cm, c'est vraiment micro relativement, couplé à de la biomasse, donc pour la génération de chaleur qui peut par la suite être soit utilisée en tant que telle pour du chauffage tertiaire ou résidentiel, soit qui peut éventuellement être couplée à une turbine ORC et générer de l'électricité. Donc, par rapport à la deuxième plateforme, qui est le Green and Smart Building Park, elle s'étale sur 4 hectares. Elle est composée de laboratoires, bien évidemment, indoor, mais également de laboratoires, de plateformes outdoor, où nous avons différentes composantes, donc que ce soit le Smart Campus, composé de 20 petites maisonnettes qui servent à tester et valider des concepts architecturaux, des concepts d'utilisation de matériaux et de construction en vue de valoriser les matériaux locaux et de remettre à jour les techniques de construction ancestrale qui étaient très, on va dire, éco-friendly. Il y a également la partie Solar Décathlon qui est composée c'était une compétition, j'y viens un peu plus tard, mais qui est composée de 20 maisonnettes, les unes plus futuristes que les autres, et puis finalement 3 ateliers qui vont accueillir des sessions de formation dans les métiers de la construction verte, dans les métiers des réseaux intelligents et de la gestion intelligente des réseaux, mais également un des ateliers sera converti en une plateforme multitechnologie pour le prototypage, mais également pour la production et la valorisation des produits de recherche. Donc, par rapport à la feuille de route, comme je vous le disais, cette plateforme est dédiée à tout ce qui est bâtiment vert, au réseau intelligent et à la mobilité durable, avec à chaque fois 3 axes de développement principaux, que ce soit l'identification des matériaux adaptés, la valorisation des matériaux locaux et l'intégration des énergies renouvelables au niveau des bâtiments, que ce soit le développement de nouveaux matériaux pour la construction, mais également la performance des bâtiments, l'étude de la performance des bâtiments et la standardisation et la certification de la chose. Par rapport au réseau intelligent, nous sommes sur une approche de la gestion en utilisant de l'IoT et du stockage de l'énergie, l'adaptation de modèles de réseau
déjà existants ailleurs, mais il y a un travail d'adaptation au contexte national et continental, bien évidemment. Et puis, le plus important sur cet aspect-là, c'est la sécurité de l'information. Donc, avec cette ouverture et cette intelligence qui est au fur et à mesure introduite dans nos réseaux, il y a un besoin de sécuriser l'information liée aux personnes. Et finalement, par rapport à la mobilité durable, alors là, bien que ça fasse partie du GSPP, c'est une thématique que l'on a déjà entamée au niveau du Green Energy Park, et ce à travers l'étude d'intégration de la recharge électrique des véhicules, des VE, au niveau du réseau, que ce soit le développement de nouveaux concepts de mobilité par rapport au modèle de partage, par rapport au modèle d'infrastructure et de recharge des véhicules, et finalement le développement de composantes pour la mobilité électrique et autonome au niveau du Maroc. Et j'y viens dans pas longtemps par rapport à la borne notamment qui a été développée dans ce sens. Donc, je pense que j'ai déjà passé ça. Un laboratoire sur lequel je voudrais m'attarder, qui est le laboratoire de stockage qui est prévu d'être monté conjointement avec Massiet, vu qu'ils vont devenir présents au niveau de Benguir, de la ville de Benguir, donc qui sera dédié pour le stockage. Donc, il y aura deux aspects primordiaux d'études, que ce soit le stockage de l'énergie thermique avec des aspects nouveaux et intéressants, valorisant des matériaux locaux, mais également le stockage d'énergie par électrochimie. Sylvie, vous êtes toujours avec nous? Apparemment, on est coupé. Sylvie? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend très bien. Excellent, excellent. Je pense que Je m'excuse pour ce désagrément. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, pour continuer, par rapport au Solar Decathlon, ça a été organisé en 2019, en septembre 2019, avec comme partenaire, bien évidemment, le ministère des Énergies, des Mines et de l'Environnement, mais également le département de l'énergie des États-Unis, qui a vu la participation de plus de 1000 étudiants qui ont pu construire en l'espace de 3 semaines, et ça c'est véridique. Donc, comme vous pouvez le voir, au 22 août 2019, voilà l'espace qui leur était dédié. Et 3 semaines plus tard, c'était vraiment magique de voir comment ces maisonnettes ont été rapidement montées par ces étudiants avec des concepts, comme je vous disais, très intéressants, notamment avec le deuxième prix remporté par une équipe 100% marocaine, qui n'ont pas fait appel à une expertise étrangère ou occidentale, qui ont gagné le deuxième prix. Donc, comme je vous disais, plus de 1000 participants par rapport à cette compétition, avec plus de 20 pays représentés, 18 équipes et 54 universités, donc, et 35 membres de jury provenant de partout dans le monde. Voilà. Par rapport à la plateforme GEPMCI Maroc-Côte d'Ivoire, donc, comme je vous disais, elle sera similaire quelque peu à plus petite échelle à son homologue marocaine, en vue de compléter tout ce qui est des études nécessaires au solaire photovoltaïque, mais également solaire thermique, valorisation de la biomasse à travers l'installation de pilotes sur place qui seront monitorés pour pouvoir étudier, compléter un peu les études et développer des solutions, là encore, adaptées pour le contexte local de la Côte d'Ivoire. Un dernier point par rapport à la coopération sud-sud, je tiens à préciser que l'IRESEN a initié en 2018 la création du réseau Green Africa Innovation Network,
qui vise à créer un réseau d'institutions de recherche panafricains en vue de maximiser les échanges d'expériences, d'expertise, le développement également d'infrastructures de recherche et de projets de recherche conjoints entre les différents partenaires, et la maximisation de l'échange d'étudiants pour des stages notamment au niveau du pays, et qui compte valeur aujourd'hui une petite quinzaine de pays, que ce soit pour le moment concentré au niveau de l'Afrique de l'Ouest, mais l'idée c'est de généraliser le concept à l'ensemble du continent. Voilà. Par rapport aux aspects de valorisation dont je vous parlais plus tôt, nous sommes là maintenant sur la création de 8 startups pour la valorisation de différents projets, que ce soit le monitoring de l'encrassement, que ce soit le robot de nettoyage pour les panneaux photovoltaïques, que ce soit le développement de power walls dédiés au résidentiel, une autre startup qui est dédiée pour tout ce qui est éclairage public, tout ce qui est gestion de l'énergie, le cadastre solaire, le chauffe-eau solaire marocain, et bien évidemment la borne de recharge marocaine qui a été annoncée en début d'année avec notre ministère de tutelle et le ministère de l'Industrie. Donc une première borne qui vient sous différentes puissances et sous différentes formes, donc qui démarre à partir de 7,5 kW et là maintenant nous sommes en cours de développement de la 50 kW qui sera une fast charge avec une intégration esthétique murale ou avec support ou intégrée au candélabre pour certaines, et où la ligne de production sera et démarrera son opération en fin de semestre 2021. Par rapport aux actions de formation, nous avons initié avec notre partenaire UM6P, mais également avec l'université Qadéiad, la création de 3 masters de recherche, donc l'un dédié pour tout ce qui est ingénierie en système solaire thermodynamique, et les 2 autres, l'un est dédié pour tout ce qui est ingénierie en bâtiment vert et efficacité énergétique, et l'autre en tout ce qui est ingénierie électrique pour les énergies renouvelables et les réseaux intelligents. Nous avons également initié 2 formations certifiantes, notamment l'une avec HEC dont la première promo a été lancée en 2019 et a été aboutie en collaboration là encore avec l'UM6P, mais également avec HEC Paris et X Polytechnique, et qui vise à soutenir et à former les bénéficiaires dans tout ce qui est entrepreneuriat dans les énergies renouvelables. La deuxième formation qui va être lancée, on espère, cette année, malheureusement il était prévu de la lancer en 2020, mais avec la Covid et la situation pandémique, nous n'avons pas pu atteindre cet objectif. Nous espérons qu'on pourra le faire cette année, vise plutôt à introduire justement tout ce qui est BIM, technologie BIM pour le bâtiment, Building Information Modeling, et qui sera mené là encore, que ce soit avec l'UM6P, mais avec Autodesk et Robobat notamment. Donc, par rapport au contexte régional, là, je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais comme vous le savez, et comme ça a été déjà dit par mes collègues, nous sommes à 519 millions de personnes en Afrique qui n'avons pas accès à l'énergie, quoique l'on ait un potentiel solaire énorme comparé à d'autres sources. Donc, d'où un mix énergétique. Donc, tout cela, ça a été introduit. Je vais passer rapidement sur ces aspects-là pour plutôt venir compléter un peu ce qui a été introduit in fine par Monsieur Hamad tout à l'heure par rapport à tout ce qui est la feuille de route Power2X, donc, où on a pu mener des études, notamment avec le centre Fraunhofer IMVS, Fraunhofer Easy ou Frontier Economics, pour mettre en place justement cette feuille de route à travers notamment la création d'une commission nationale du Power2X pilotée par le ministère de l'Énergie, et ce depuis février 2019, et puis la signature d'un partenariat durable maroco-allemand sur cet aspect-là en juin 2020. Donc par rapport à cette thématique en particulier, comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes en cours de création d'une plateforme dédiée, orientée pour la chose, qui va étudier différents aspects, que ce soit le water splitting, que ce soit la production de molécules vertes et de fuel vert, si on peut le dire,
pour l'utilisation à différents niveaux. Donc là maintenant, on a anticipé quelque peu les choses et déjà mis en place un micro-pilote, si je puis dire de la chose, au niveau du Green Energy Park. Donc c'est un petit électrolyseur qui va utiliser notamment l'énergie solaire produite au niveau du Green Energy Park à travers ces centrales pour la production d'hydrogène vert. Un autre pilote à échelle beaucoup plus grande qui est en cours de développement, notamment avec le centre Fraunhofer et qui vise à produire aux environs de 4 tonnes journalières d'ammoniac au profit de l'OCP, donc pour leur production de fertilisants notamment. C'est un projet qui est également financé par la KfW. Et puis l'idée, c'est vraiment d'augmenter, d'avoir un renforcement de capacité sur cette thématique en vue de rendre le Maroc un exportateur d'énergie au profit de l'Europe et notamment en commençant par un premier pays qui est l'Allemagne, en produisant des molécules vertes pour en servir, comme je vous ai dit tout à l'heure, de vecteur d'énergie, pour transport d'énergie et pour le stockage d'énergie renouvelable. Voilà. Donc, avec ce slide, j'arrive à la fin de ma présentation. Je vous remercie de votre attention et bien évidemment, vos questions sont les bienvenues. Merci. Merci beaucoup, Sir Larabi, pour cette présentation qui nous donne envie d'aller organiser un événement chez vous. Il y a assez de matière. Et le site semble très agréable à travers les photos qu'on a vues. Donc, encore une fois, merci. Nous passerons maintenant à un secteur qui détient pratiquement le tiers de la consommation finale de l'énergie au Maroc. C'est le secteur du bâtiment. Et avec nous, Madame Jamila Al-Harizi, qui va nous parler du rôle que peut jouer le secteur du bâtiment dans la transition énergétique. Et donc, on lui posera la question concernant les principales actions adoptées par votre département en matière d'efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment. Merci, Madame Harizi. Merci, bonjour. Vous m'entendez? Oui, parfait, parfait. Alors, je me présente, je suis Jamila El-Harizi, chef de la division de la valorisation architecturale et de la durabilité à la direction de la qualité des affaires techniques au ministère de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville. Alors, comme vous disiez, Monsieur Londin, je vais présenter les principales actions du ministère en matière d'efficacité énergétique dans le bâtiment. Alors, vous arrivez à voir ma présentation? Peut-être si vous pouvez la mettre en format grand écran. Oui, d'accord. C'est bon maintenant? C'est parfait, parfait. C'est lisible. D'accord. Alors, comme je disais, la présentation est sur les actions du ministère en matière d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable dans le secteur du bâtiment. Alors, avant de parler de ces actions, permettez-moi de rappeler le contexte international du secteur. Alors, le secteur à l'échelle internationale représente 35% de la consommation énergétique finale et est responsable de 38% des émissions des gaz à effet de serre. Concernant la région de l'Afrique, elle est en termes de construction, elle connaît une croissance de la construction qui est très rapide et qui représente un grand défi et aussi une opportunité qu'il faut saisir, puisque l'intervention dans les nouvelles constructions est moins chère et plus facile à mettre en œuvre que d'agir sur les bâtiments existants. Alors, la transition énergétique dans les pays en voie de développement comme le Maroc, et c'est une action qui doit être très rapidement
réalisée et que c'est une action qui est très urgente vu la part du secteur dans la consommation énergétique et aussi sa part dans les émissions de gaz à effet de serre. À l'échelle nationale, alors le secteur du bâtiment est le deuxième consommateur d'énergie après le transport, avec à peu près 34% de la consommation énergétique finale, et qui est répartie entre le résidentiel et le tertiaire, de la part de 25% pour le résidentiel et 8% dans le secteur tertiaire, avec une croissance de 4%, croissance annuelle de 4%. Et en effet, le secteur du bâtiment, il est très présent dans les engagements internationaux de notre pays, surtout dans l'accord du Paris et dans la contribution déterminée nationale qui a été déposée en 2016, avec une part de 7,6% dans la période 2020-2030 et 8,3% en 2030. Il est aussi présent dans les objectifs de développement durable qui ont été adoptés en 2015, surtout dans l'objectif 11, ville et communauté durable, et l'objectif aussi 7, l'énergie, qui concerne l'énergie, et l'objectif 13 qui concerne la lutte contre les changements climatiques. Aussi, il y avait l'adoption du nouvel agenda urbain en 2016, et le cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes naturelles en 2016. Il y avait aussi des stratégies nationales qui ont été adoptées et qui ont été citées par Sir Hamid et aussi les autres intervenants, c'est-à-dire et où il y a une part importante du secteur du bâtiment, surtout la loi 4709 qui a permis d'avoir beaucoup de textes réglementaires et le plus important, c'est le règlement général de construction fixant les règles de performance énergétique. Il y a aussi la loi 5815 qui a modifié et complété la loi 1309 qui a permis d'ouvrir le champ à la production des énergies renouvelables et de les injecter dans la basse tension. Et il y a aussi la stratégie énergétique nationale qui a réservé une place importante aussi au secteur du bâtiment avec une part de 19% dans l'effort de réduction prévu à l'horizon 2020, à l'horizon 2030, qui a été fixé à 15% dans la stratégie énergétique nationale et qui a été fixé aussi dans la nouvelle stratégie d'efficacité énergétique à 20% à l'horizon 2030. Aussi, le secteur du bâtiment est présent dans la stratégie nationale de développement durable qui a été adoptée en 2017, dont l'objectif 45.4 est précisément l'axe stratégique 4 qui vise la promotion de l'éco-conception des bâtiments afin de garantir l'efficacité énergétique. Et aussi le secteur du bâtiment, c'est-à-dire le bâtiment public, est présent aussi dans l'axe stratégique qui concerne l'exemplarité de l'administration et qui est en cours de mise en œuvre et qui occupe une place importante dans les stratégies nationales. Alors pour honorer nos engagements et pour contribuer à la mise en œuvre des objectifs et l'atteinte des objectifs fixés par notre royaume. Alors, il y avait plusieurs actions qui ont été menées par notre ministère, bien sûr en partenariat avec les ministères concernés et les professionnels concernés. Alors, comme je disais, il y avait l'adoption et la publication du règlement général de construction fixant les règles de performance énergétique en 2014 et qui est entré en vigueur en 2015. Il y a aussi la réglementation acoustique qui a été élaborée et qui est en cours d'approbation. Il y avait aussi des arrêtés relatifs à l'accessibilité urbanistique et architecturale qui ont été publiés en 2019 et 2018, qui fixent les spécificités techniques et les différentes mesures en matière d'accessibilité architecturale et urbanistique. Aussi, notre ministère préside 14 commissions techniques de normalisation. Il y a 4 commissions qui concernent la durabilité et l'efficacité énergétique et qui ont permis d'approuver et d'homologuer 30 normes de durabilité et d'efficacité énergétique. Aussi, au ministère, on a un système de qualification et de classification des entreprises. Il y a 2 secteurs qui concernent l'efficacité énergétique et la durabilité. C'est
les entreprises qui interviennent dans les travaux d'installation des systèmes de chauffe-eau solaire et qui concernent aussi l'isolation thermique et acoustique. Alors, en ce qui concerne les projets pilotes initiés aussi par notre département en partenariat avec les autres départements, il y a un projet qui est très ambitieux, qui est un projet qui concerne l'amélioration des performances énergétiques des logements. C'est un projet qui est composé de trois composantes. Le financement du surcoût lié au logement, à l'intégration des mesures d'efficacité énergétique dans les logements. Et il y a aussi la deuxième composante concerne la promotion des équipements économes en énergie et avec une troisième composante qui est l'assistance technique. C'est un projet qui va bénéficier, Inch'Allah, de l'appui financier de la Nano Facility, qui est un fonds climatique. Alors, on est en phase de préparation détaillée de ce projet. On a eu l'accord préalable de la Nano Facility, mais on attend l'approbation du rapport final qui va être soumis incessamment. Et ce projet est réalisé et monté en partenariat avec le ministère de l'Énergie, le ministère de l'Industrie, l'armée et avec le soutien de la GIZ et la FD. Un autre projet aussi de collaboration auquel notre ministère aussi participe, c'est un projet ABC, c'est le projet ABC 21 qui vise la promotion de la conception bioclimatique et l'utilisation des énergies. Si vous permettez, Madame Harizi, nous avons du mal à vous entendre, il y a des échos. Il y a quelqu'un qui a... Et si vous pouvez éteindre vos micros, s'il vous plaît. Maintenant, c'est bon? C'est bon, madame, c'est bon. Alors qu'on participe, qu'on contribue à un projet pour la promotion de l'efficacité énergétique et la conception bioclimatique et l'utilisation des matériaux locaux, c'est un projet qui s'inscrit dans le cadre d'un consortium avec des partenaires italiens, français, sénégalais et dans la partie marocaine, il y a l'AME et le ministère et l'université Akhawaïn. Et on va, Inch'Allah, organiser la conférence de clôture de ce projet en 2022 en partenariat avec l'AME. Ce projet vient d'être lancé en 2020, en septembre 2020. Aussi, en matière de planification et d'études techniques, on a réalisé une étude pour l'élaboration d'un plan d'atténuation et adaptation au changement climatique dans le secteur de l'habitat. C'est une étude qui a permis de définir 10 actions prioritaires en matière d'efficacité énergétique et des énergies renouvelables dans la partie atténuation et dans la partie adaptation qui a concerné la région de Tanger, Tétouan et Hoceima. Cette étude a permis de réaliser une étude de vulnérabilité au changement climatique et étude de risque dans la région et a défini les aléas climatiques auxquels est exposée la région. Et à partir de cette analyse, on a pu définir 6 axes stratégiques pour ce plan d'adaptation avec des actions concrètes pour l'adaptation au changement climatique au niveau de cette région, au niveau de la région de Tanger, Tétouan et Hoceima. En matière alors toute action peut être réalisée sans des partenariats avec les institutionnels, les professionnels et les institutions concernées à l'échelle nationale et internationale. Alors, nous faisons partie d'une alliance mondiale qui est chargée, qui a pour mission d'avoir une vision commune du secteur du bâtiment en matière de lutte contre les changements climatiques. C'est l'Alliance mondiale pour les bâtiments et la construction GABC. Et nous sommes, c'est une alliance qui regroupe à peu près 150 membres du monde entier. Et nous sommes réélus membres du comité de pilotage pour la période 2020-2022.
Et aussi, nous avons insisté sur l'intégration de l'aspect adaptation dans les travaux de cette alliance. Et à l'initiative de notre ministère, il y avait la production d'un rapport sur l'adaptation au changement climatique et secteur du bâtiment, et qui a été publié en fin de cette année. Et aussi, nous allons organiser, si tout marche très bien, une conférence sur l'adaptation au changement climatique. Ici, c'est notre ministère qui va l'organiser en partenariat avec, bien sûr, avec la GAPDC. Et aussi, cette alliance produit des publications concernant la situation du secteur et sa relation avec l'efficacité énergétique et la durabilité, et propose aussi des actions et des recommandations pour chaque région. Il y avait aussi la publication de feuilles de route régionales pour l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine. Il y avait aussi à l'initiative de la GAPDC la création et le lancement d'un programme pour l'efficacité énergétique dans le bâtiment PIB. C'est un programme qui concerne 4 pays, parmi ces 4 pays le Maroc, et qui vise à promouvoir l'efficacité énergétique dans le bâtiment. Les axes de travail avec notre département concernaient l'appui au développement d'un mécanisme de financement de l'efficacité énergétique dans le bâtiment, la mobilisation d'expertise pour l'appui au montage technique et financier de projets bancables, et le renforcement des capacités et partage de connaissances à travers l'organisation de plusieurs sessions de formation pour les cadres responsables du ministère, pour nos partenaires financiers et professionnels, et qui ont connu un succès très important. Aussi, en termes aussi de partenariat, nous avons créé l'Alliance marocaine du bâtiment pour le climat. C'est une alliance qui regroupe tous les professionnels du secteur du bâtiment, la FNBTP, la FMC, le CNOA, la FNPI, la FMCI et le ministère, bien sûr, cette alliance qui vise à rehausser l'engagement du secteur dans la lutte contre le changement climatique. Alors, concernant aussi le partenariat avec les institutionnels, nous avons signé le 10 décembre dernier une convention de partenariat avec le ministère de l'Énergie pour la mise en œuvre d'une feuille de route qui vise la promotion du développement durable dans les domaines de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville, et qui concerne 5 axes principaux. C'est le renforcement du cadre réglementaire et normatif, la mise en œuvre de projets pilotes, la mobilisation des sources de financement, le renforcement de la formation, l'innovation, la recherche et le développement, et la communication et la sensibilisation. Cette feuille de route, en effet, vise à renforcer le partenariat et les actions communes initiées par les 2 départements en la matière. Si en matière de sensibilisation, plusieurs guides et sessions de formation ont été élaborés, des guides qui ont été élaborés par notre département, et des sessions de formation qui ont été organisées, comme je le disais, pour les cadres du ministère et les cadres dans les services centraux et des centres de ministère, aussi pour nos partenaires professionnels et financiers. Ces sessions de formation ont concerné le cadre réglementaire et normatif, ont concerné aussi les mécanismes de financement existants, et aussi on a organisé une formation sur le BIM pour les cadres du ministère et tous les professionnels intéressés. Concernant les guides aussi qui ont été publiés, il y avait la publication d'un guide sur les bonnes pratiques de la maîtrise de l'énergie à l'échelle de la ville et de l'habitat, un guide sur l'intégration de chauffe-eau solaire dans le bâtiment collectif, un guide d'application des règles d'accessibilité. Aussi, dans le cadre de l'exemplarité de l'administration, il y avait la publication d'une plaquette éco-geste destinée au personnel du ministère pour adopter un comportement éco-responsable au sein du siège du ministère. Alors, mon dernier slide concerne les perspectives de notre département en matière d'efficacité énergétique et de lutte contre le changement climatique. Alors, nous visons à renforcer l'arsenal réglementaire et normatif en matière de durabilité et de maîtrise d'énergie dans la construction par l'intégration de l'aération et la ventilation dans les règlements existants, notamment la réglementation thermique. Aussi, en partenariat bien sûr avec le ministère de l'Énergie,
renforcer l'arsenal normatif et réglementaire en matière d'éclairage, en matière des équipements et de l'exploitation du bâtiment. Aussi, renforcer l'arsenal normatif des matériaux et procédés, et surtout les matériaux innovants et procédés nouveaux. Promouvoir la production locale et nationale de matériaux de construction innovants, durables et performants énergétiquement. Intégrer aussi la dimension de l'adaptation au changement climatique dans les projets et programmes d'habitat. Mise en œuvre de projets pilotes et notamment dans les régions qui sont les plus vulnérables et qui ont besoin de plus d'accompagnement et d'appui, surtout d'appui financier et d'appui technique. Aussi, en dernier lieu, un renforcement de la recherche et développement, bien sûr, en partenariat avec les institutions concernées. Et merci de votre attention. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Merci Madame Al-Hadi. Avec la permission de messieurs les intervenants, je vais restituer les principales questions posées. Alors la première question, quel est le statut de la loi 1309? Elle a été posée par monsieur Yassine. Ensuite, monsieur Sinassar, il se pose la question suivante: quand pourrons-nous faire de l'autoconsommation individuelle à partir de panneaux solaires et la partie de l'électricité qui n'est pas autoconsommée instantanément ou de manière différée en cas de stockage, pourra-t-elle être soit vendue, soit injectée gratuitement sur le réseau, autorisé seulement pour les installations inférieures ou également à 3 kW en général pour les particuliers? C'est un peu long, mais je crois que c'est clair. Une autre question: quelle est la partie de la biomasse dans la stratégie de Mazen pour la transition énergétique? Je vois que les deux premières questions interpellent beaucoup M. Ahmed. Je ne sais pas si notre collègue Si Haman a pu nous rejoindre, parce qu'il était déconnecté à un certain moment. En tout cas, j'invite Ahmed à répondre aux questions. Bien sûr, si les autres intervenants souhaitent donner plus d'éclaircissements, ils sont les bienvenus. C'est Ahmed. Merci, si Ramdan. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il entend notre collègue par le statut. Si il entend par le statut, c'est-à-dire la situation de la loi 1309, moi je voudrais préciser et je voudrais plutôt profiter de l'occasion tout d'abord pour rappeler un petit peu le processus d'amendement de cette loi qui est importante parce que on a reçu pas mal de commentaires de la part des opérateurs aussi bien privés que publics. Donc c'est une loi qui a suscité beaucoup de concertation de la part du ministère, avec les départements ministériels concernés tout d'abord, mais aussi avec les acteurs clés dans le secteur, notamment Mazen, l'ONE, mais aussi les opérateurs privés. Et là, je peux vous dire que les grands principes de refonte de cette loi ont été discutés déjà lors d'un grand atelier qui a été organisé par le ministère et dans lequel le président de Mazen, le directeur général de l'ONE, mais aussi le Wali, qui est chargé des services concédés, et monsieur le ministre également, qui a présidé cet atelier, ont été fixés à l'occasion de cet atelier. Et aujourd'hui, ces principaux objectifs, c'est, comme je l'ai précisé, c'est tout d'abord de s'aligner aux grands principes qui sont fixés par le pays en termes d'amélioration du climat des affaires et de renforcement de la transparence en termes d'opportunités d'investissement, mais également de tenir compte de l'évolution du secteur des énergies renouvelables, aussi bien au niveau national qu'international, parce que aujourd'hui, une grande partie de notre mix électrique aujourd'hui, elle est constituée d'énergie renouvelable. Et cette loi, il cible plutôt la production décentralisée. Il a pour objectif de promouvoir également la production décentralisée, de faciliter l'accès à l'information, de publier aux opérateurs la capacité d'accueil de notre système électrique
en termes d'énergie renouvelable, et il a été également accompagné par un régime d'autoproduction. Cette loi, elle a été déjà finalisée avec le secrétariat général du gouvernement et aujourd'hui, elle est en cours de validation et d'approbation par le conseil de gouvernement avant, bien sûr, de la soumettre au Parlement pour son approbation finale. Donc, je réagis également par rapport à la question sur l'autoconsommation. Plutôt, avant de passer à l'autoconsommation, je voudrais juste rappeler que, comme il a été déjà précisé par moi-même et par Si Haman de Mazen, que cette loi, il a quand même contribué au développement d'une capacité importante, surtout au niveau de la haute et la très haute tension. Et l'éolien aujourd'hui, pour la filière éolienne, 50% presque de la capacité qui est développée, elle a été faite dans le cadre de la loi 1309. S'agissant du volet de la question qui porte sur l'autoconsommation, et là, je voudrais préciser que la transition énergétique, elle a été menée depuis 2009 de manière progressive, tout simplement pour tenir compte de la spécificité de notre secteur électrique marocain et dont la viabilité nécessite le maintien de l'équilibre socio-économique de différentes son composantes et institutions également, mais aussi de développer davantage la bancabilité du projet. Et là, il faut dire que un effort important a été déployé par l'ONE pour mettre à niveau notre réseau électrique qui n'a pas été conçu initialement peut-être pour abriter tout ce volume d'énergie renouvelable. La loi 1309, il fixe un seuil de vente d'excédent, mais pour l'autoconsommation, je pense que l'objectif, c'est de permettre effectivement aux consommateurs de produire une partie de leur consommation, mais quand même, ils ont l'obligation d'avoir un dimensionnement approprié pour que la production électrique soit destinée exclusivement à leurs besoins. Ce que je voudrais préciser, c'est qu'aujourd'hui, il y a une loi sur l'autoproduction qui a été élaborée et elle a été finalisée déjà avec le secrétariat général du gouvernement et il permet justement d'apporter des solutions par rapport aux contraintes qui se posent aujourd'hui. Pour la question de la biomasse, donc avant peut-être de donner à Si Haman pour des éléments d'information complémentaires, je voudrais juste préciser que Mazen, de par de par sa loi, elle est aujourd'hui chargée de toutes les filières d'énergie renouvelable, solaire, éolienne, mais aussi toutes les nouvelles énergies renouvelables, dont notamment la biomasse. Et le ministère, il a élaboré déjà un programme à ce sujet sur la base de l'étude qui a été faite. Et le plus important pour la filière biomasse, c'est pas sa part dans le mix électrique, mais il a quand même une spécificité par rapport aux autres filières, c'est qu'il a un grand impact en termes de création d'emplois, surtout au niveau régional par rapport aux autres filières, parce que la ressource, elle est disponible au niveau local, notamment pour le secteur agricole, pour les déchets ferroviaires, mais également pour les déchets ménagers et les eaux usées. Donc peut-être je cède la parole à Si Haman s'il a des éléments complémentaires à apporter par rapport à cette question qu'il a été cédée à Mazen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Si Ahmed. Alors effectivement, donc la biomasse et le waste energy en général font partie donc des sources d'énergie renouvelable que nous considérons. Le Maroc, disons, bénéficie également d'un certain potentiel qui n'est pas énorme, mais qui existe quand même et qu'il faudrait valoriser. Nous sommes en train justement, il y a un premier travail donc de potentiel qui a été fait. Nous sommes en train d'identifier les premiers projets qu'on pourra développer. Maintenant, ce qu'il faut savoir sur la partie gestion, disons valorisation des déchets, c'est que la composante électricité n'est pas l'unique produit ou l'unique ingrédient. Il y a en fait le concours de plusieurs acteurs, à la fois les communes et à la fois donc le traitement des déchets et toute la chaîne de valeur. Et il faut bien sûr coordonner l'action de l'ensemble des parties, puisque un projet, selon d'abord la source de biomasse, si on est sur la biomasse forestière ou
là, il y a un traitement particulier. Si on est sur du ménager, donc il y a plein d'acteurs et plein d'intervenants, et il faut réunir l'ensemble et mettre en place le bon modèle de développement. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur le projet le plus important, à savoir une valorisation des déchets de la ville de Casablanca, notamment avec le concours de la commune, mais aussi du ministère de l'Intérieur et du ministère de l'Énergie. C'est le projet phare, mais qui nécessite un ensemble d'actions à mener en termes d'études et en termes de cadre de développement que nous sommes en train de faire. Donc, pour résumer, c'est quelque chose qui est inscrit, ça fait partie de nos missions, nous sommes en train de regarder, mais ça demande, en termes de structuration, le concours de plusieurs choses et plusieurs acteurs, ce que nous sommes en train de faire, et on espère rapidement pouvoir lancer un grand projet. Merci. Merci beaucoup, c'est Hamal. Je m'adresse de nouveau à la salle. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question ou apporter une précision parmi les personnes qui sont dans la salle? Alors sinon, est-ce que messieurs les intervenants quelqu'un souhaite apporter plus d'éclairage sur une question précise? Alors, peut-être, si vous permettez, un petit mot, juste pour, disons, mettre l'accent sur l'importance de la phase actuelle, puisque, effectivement, en 2009, il y avait une stratégie claire qui a été mise en place au Maroc, sous les directives de Sa Majesté Abdel Aziz, avec des objectifs chiffrés, clairs, et qui visait en particulier le domaine de l'électricité, donc avec les 42 et les 52%, mais aussi donc avec des chiffres et des projets concrets. Aujourd'hui, nous sommes à la veille de l'avènement, disons, d'un élargissement donc de la couverture des renouvelables pour essayer d'adresser d'autres secteurs consommateurs d'énergie, donc notamment le transport, l'industrie, pour justement œuvrer dans cette quête de décarbonisation de cette économie, de notre économie, et de pouvoir aussi créer de la valeur autour donc de ces ressources. Et justement, donc c'est un moment, je pense, intéressant dans le cadre de cette transition énergétique. Et l'hydrogène en est un des éléments, l'export également, l'ouverture du marché, donc un ensemble de chantiers et de challenges qui sont tout à fait intéressants et pour lesquels je pense l'ensemble des acteurs sont aujourd'hui inscrits. Merci beaucoup aussi, Hamal. Alors, je pense que notre rencontre touche à sa fin. Au nom de la salle, je remercie. Si Jamal, si vous permettez, je rejoins ce qui a été dit par Tariq parce que c'est extrêmement important. Donc, effectivement, le Maroc, il a fait des avancées dans sa transition énergétique. Aujourd'hui, bien sûr, l'ensemble des parties prenantes, publiques ou privées, ont lancé un certain nombre d'initiatives pour maintenir cette dynamique d'énergie renouvelable. Je voudrais également ajouter, parce que Madame Jamila elle a présenté le volet efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment, ça c'est un exemple, parce qu'effectivement c'est le résultat et c'est le fruit d'une démarche de concertation entre le ministère de l'Énergie et le ministère de l'Habitat, qui a été initiée par les deux ministres, Madame la ministre de l'Habitat et Monsieur le ministre de l'Énergie, qui a donné fruit à une feuille de route sur laquelle nous avons déjà commencé à travailler ensemble pour promouvoir l'efficacité énergétique et l'approche environnementale dans ce secteur. Et la même démarche, elle est également initiée dans d'autres secteurs. Avec le département de l'agriculture, le ministère de l'économie et des finances, on est en train de travailler également pour promouvoir le pompage solaire. Avec l'industrie, on est en train de travailler pour promouvoir la production propre, l'éclairage public également. Et il faudrait également souligner que aujourd'hui, la question de la transition énergétique, c'est une question qui interpelle toutes les composantes de la société marocaine, les acteurs politiques, les opérateurs privés, les opérateurs publics, mais aussi la société civile. Et je pense que les efforts de toutes ces parties prenantes permettront, bien sûr, au Maroc d'atteindre les objectifs ambitieux
qui ont été fixés par Sa Majesté le roi que Dieu l'assiste. Et je remercie encore une fois les organisateurs de ce panel important. Je crois qu'on Et ne va merci. pas arrêter tout de suite. Il y a une question. Comment participer à la transition énergétique dans les marchés publics? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui souhaite répondre à cette question. J'imagine que la personne qui a posé cette question, le nom n'est pas explicite, souhaite savoir, y a-t-il des dispositions dans le décret de passation de marché qui prend en charge le souci de l'efficacité énergétique? Si vous permettez, si Jamal, je voudrais juste préciser qu'il y a effectivement une analyse fine du cadre législatif, réglementaire, notamment de passation de marché, pour permettre justement aux administrations publiques, aux établissements publics et aux sociétés publiques de promouvoir l'efficacité énergétique. Donc, il y a une analyse qui a été faite par le ministère de l'Énergie, le ministère et les services du ministère de l'Économie et des Finances et qui ont abouti effectivement à un certain nombre de mesures qui ont été proposées pour promouvoir l'efficacité énergétique et la promotion des énergies renouvelables dans le cadre des services publics. Merci, Sir Ahmed. Avec votre permission, j'ajouterai qu'il y a les CPC, en plus des CPS, du décret de passation de marché, des textes connexes. Il y a les CPC qui peuvent exiger, notamment dans le bâtiment, Madame Harizi peut me corriger, qui introduisent des exigences respectueuses de cet enjeu d'efficacité énergétique. Je ne sais pas si Madame Harizi souhaite apporter des éclaircissements. Oui, bien sûr. Effectivement, comme j'ai cité dans la présentation, il y a des normes qui ont été promulguées par les normes les commissions de normalisation de notre département. Il y a plus de 300 normes qui sont obligatoires dans les marchés publics. Elles sont volontaires, mais obligatoires dans les marchés publics. C'est-à-dire que tout marché public, toutes les passations de marché public doivent respecter ces normes d'efficacité énergétique et de durabilité. Aussi, ce qui concerne l'exemplarité d'administration, il y avait dans les lignes budgétaires des ministères des Finances, il y avait des lignes qui ont été réservées à l'efficacité énergétique dans les bâtiments publics, qui ont été ajoutées dans la morasse budgétaire des ministères. Voilà, je crois que notre rencontre touche cette fois pour de bon à sa fin. Au nom de l'audience, je tiens à remercier Si Ahmed, Si Tariq Hamman, Madame Jamila Al-Harizi et Si Ahmed Belarbi. Merci beaucoup et à une prochaine fois, Inch'Allah. Merci à vous. Merci. Merci, au revoir. Merci, Serdan. Merci. Au revoir. Allô?